En mai 1944, un silence inquiétant s'abattit sur les communications de la marine impériale japonaise. Un à un, les sous-marins, soigneusement déployés par l'amiral Soemu Toyoda, ses yeux et ses oreilles dans le Pacifique, commencèrent à disparaître sans laisser de traces. D'abord l'Euro 106, puis l'Euro 104 et l'Euro 116. En moins d'une semaine, 5 sous-marins avaient disparu, laissant l'Euro 05 comme l'une des dernières chances de Toyoda pour mettre en œuvre son plan ambitieux d'embuscade de la flotte américaine. Alors que les rapports de disparition arrivaient à Tokyo, le quartier général impérial émit des avertissements urgents à ses navires restants. Quelque chose de nouveau se produisait, quelque chose d'inédit dans l'histoire navale. Une mystérieuse arme américaine traquait sous les vagues, et un seul navire semblait être responsable de ses destructions. Bien avant de devenir une légende, ce navire portait le nom d'un jeune officier. Après plusieurs mois d'entraînement dans différentes bases côtières, l'aspirant John C. England arriva récemment à Hawaï, prêt à servir dans la marine américaine. Juste avant l'aube, il se présenta pour sa première garde dans la salle de radio du USS Oklahoma, amarré dans la ligne des cuirassés de Pearl Harbor. C'était le 7 décembre 1941. Contrairement au jeune England, l'USS Oklahoma était un navire vétéran. Mis en service pendant la Première Guerre mondiale, il avait escorté des convois alliés dans l'Atlantique et évacué des civils pendant la guerre civile espagnole. Mais tout cela importait peu ce matin-là. À mesure que le soleil se levait au-dessus d'Oahu, des silhouettes sombres apparurent dans le ciel. Le vrombissement des moteurs devint assourdissant, et soudainement, la mort s'abattit sur le port. À 7h50 du matin, l'USS Oklahoma reçut le premier de nombreux torpilles. À l'intérieur de la salle de radio, le jeune England s'accrochait à tout ce qu'il pouvait tandis que les cloisons vibraient sous l'impact des explosions. 3 torpilles frappèrent la coque en quelques minutes. Le navire se pencha rapidement, inclinant violemment vers l'avant. L'ordre d'abandonner le navire ne tarda pas à être donné. Comme tous les autres, England aurait dû fuir, mais il prit une décision instinctive qui marquerait son destin à jamais. Ignorant les ordres, il s'aventura dans les couloirs inondés du cuirassé. Il savait qu'il y avait des camarades coincés à l'intérieur et qu'il ne pouvait pas les laisser derrière. Il fit un premier voyage, puis un second et un troisième. Il sortit des marins blessés, à moitié inconscients. Mais lors de sa 4e tentative, alors que l'USS Oklahoma commençait à se retourner complètement, il ne put continuer. À l'extérieur, les avions ennemis mitraillèrent les eaux, détruisant les canaux de sauvetage et tirant sur les hommes qui avaient à peine réussi à s'échapper. L'USS Oklahoma, frappé par au moins 8 torpilles, se renversa en moins de 12 minutes. Seule sa quille bâbord resta visible au-dessus de l'eau. 429 marins périrent ce matin-là à bord du cuirassé, dont l'aspirant John C. England. Le lendemain, le président Franklin D. Roosevelt s'adressa à la nation. Malgré les efforts pour rester à l'écart du conflit, les États-Unis avaient été entraînés dans une guerre totale. Ce qui s'était passé n'était plus simplement une attaque, c'était devenu personnel. Au fond de l'océan, le nom du jeune héros devint un symbole de ce qui allait suivre. En 1944, la marine japonaise était épuisée et dépassée. Elle affrontait un ennemi non seulement égal en force, mais supérieur en production. Les porte-avions, les chasseurs, les bombardiers et les pilotes formés sortirent des usines et des académies à un rythme que le Japon ne pouvait pas égaler. Pourtant, Tokyo n'était pas prêt à se rendre. Dans une tentative désespérée pour récupérer le contrôle du Pacifique, l'amiral Soemu Toyoda, commandant en chef de la flotte combinée, conçut l'opération Ago, un plan d'embuscade à grande échelle près des îles Mariannes. Là, avec toute la puissance de la première flotte mobile, soutenue par des centaines d'avions terrestres et de porte-avions, Toyoda espérait détruire la marine américaine d'un seul coup avant qu'elle ne puisse riposter. Mais il y avait un problème. Le Japon n'avait plus d'yeux dans le ciel. La supériorité aérienne alliée dominait la région, et les systèmes de cryptage américains rendaient inutiles les tentatives japonaises d'intercepter les communications. Toyoda avait désespérément besoin de renseignements, et il se tourna vers l'un des derniers moyens disponibles, ses sous-marins. La mission fut confiée à 7 sous-marins de type CO. Leur tâche était de se déployer sur un secteur de 200 milles nautiques entre la Nouvelle-Guinée et les îles Carolines. Cette formation, connue sous le nom de ligne NA, agissait comme une ligne de détection. Si l'un des sous-marins apercevait une flotte américaine, Toyoda déclencherait l'embuscade. Mais sans le savoir,
l'amiral était déjà en retard. À Pearl Harbor, les cryptographes de l'unité radio de la flotte du Pacifique avaient intercepté les plans japonais. Les États-Unis ne perdirent pas de temps. Depuis la baie de Purvis, la division de chasseurs 39, composée de 3 destroyers de classe Buckley, le USS George, le USS Revy et le USS England, baptisé en l'honneur du jeune aspirant tombé à Pearl Harbor, fut envoyée pour contrer les sous-marins japonais. Les destroyers de classe Buckley avaient été créés en hâte par la marine entre 1943 et 1944 pour faire face aux besoins croissants du conflit dans le Pacifique. Bien qu'initialement conçus pour escorter des convois, ces navires avaient rapidement gagné une réputation mortelle contre les sous-marins. Plus longs, plus rapides et plus robustes que leurs prédécesseurs de la classe Evarts, ils étaient dotés d'une technologie de radar et de sonar avancée, ainsi que d'un arsenal dévastateur. Mais leur arme la plus redoutée, celle qui inspirait la terreur chez les équipages japonais, était le Hedgehog. Le Hedgehog, développé par la Royal Navy britannique, était un mortier monté à l'avant du navire qui lançait 24 charges explosives en formation circulaire. Contrairement aux charges de profondeur traditionnelles qui explosaient à une certaine profondeur sans garantie de contact, le Hedgehog était conçu pour exploser au moment du contact. Avant son apparition, les destroyers devaient passer juste au-dessus d'un sous-marin pour lancer leur charge, ce qui générait une perte temporaire du contact sonar juste avant l'attaque. Le Hedgehog éliminait cet inconvénient. Il permettait de maintenir le suivi sonar jusqu'au moment du tir, étant rapide, précis et mortel. Avec 35 livres de Torpex, un explosif 50% plus puissant que le TNT, un seul impact pouvait détruire la coque en acier d'un sous-marin et le couler en quelques secondes. Pour les sous-mariniers de l'Axe, le Hedgehog était un cauchemar flottant. Le premier objectif du groupe de chasseurs mené par le USS George ne faisait pas partie de la ligne NA, mais était le I-16, un sous-marin de type C1 au passé chargé. Des années auparavant, il avait participé à l'attaque sur Pearl Harbor en lançant l'un des mini-sous-marins qui s'était infiltré dans le port. Cette fois, sa mission était logistique, approvisionner les troupes japonaises stationnées à Wewak, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais il ne parviendrait jamais à sa destination. Un avion allié repéra le I-16 au nord de Bougainville. La position fut immédiatement transmise à la division de chasseurs 39. Les 3 destroyers se déployèrent en formation, séparés par 4 milliards, se déplaçant en parallèle pour traquer leur proie. Le USS England fut le premier à établir le contact sonar le 19 mai, mais le I-16 ne comptait pas se laisser capturer facilement. Sous l'eau, le I-16 commença à serpenter agressivement, tournant le gouvernail pour perturber le sonar et échapper à la visée. Le USS England accéléra à toute vitesse, suivant la trace invisible de sa cible. Chaque fois qu'il s'approchait suffisamment pour lancer une attaque, le sous-marin faisait brusquement demi-tour et disparaissait des radars. Le commandant Walton B. Pendleton donna l'ordre de tirer. Le premier groupe de mortiers Hedgehog fut lancé, mais échoua. Pendleton ne céda pas. 2 autres salves furent tirées. La deuxième atteignit sa cible, mais ne suffisait pas à arrêter le I-16. Une nouvelle attaque, un nouvel échec. Le sous-marin japonais semblait prêt à échapper à ses poursuivants. Cependant, à 14h30, le sonar du USS England marqua de nouveau un contact. Pendleton se tourna vers son équipage et cria « Tirez, Hedgehogs !» Les mortiers furent projetés du navire en un arc parfait. Quelques secondes plus tard, une explosion énorme secoua l'océan. L'impact fut si fort qu'il souleva l'arrière du navire, projetant les marins contre le pont. Pendant un instant, ils crurent qu'ils avaient été torpillés, mais ensuite, l'huile commença à remonter à la surface, suivie de fragments, bois brisé, acier tordu et des morceaux de charge qui ne parviendraient jamais à leur destination à Wewak. Le I-16 avait été détruit. Le USS England venait de remporter sa première victoire, et avec elle, un message devenait clair. Aucun sous-marin de cette zone ne serait en sécurité tant que ce navire continuerait à naviguer. Pendant que la division de chasseurs 39 traquait le I-16, une autre bataille se déroulait à proximité. Les bombardiers de la marine américaine avaient localisé et détruit le Héros 117, mais l'amiral William F. Halsey, à la tête de la 3e flotte, ne pensait pas que la menace était écartée. Des interceptions de communication révèlent que l'amiral Toyoda avait déployé plusieurs sous-marins dans la région. Halsey ordonna aux destroyers d'explorer les eaux où le Héros 117 avait été coulé.
L'Euro 100, ou sous-marin de type CO, était plus petit que les sous-marins de flotte, mais tout aussi mortel. Agile, conçu pour la défense côtière et les attaques rapides, il pouvait atteindre 14 nœuds en surface et 8 sous l'eau. Il portait des tubes lance-torpilles de 533 mm, idéal pour les embuscades. Mais maintenant, entre les mains de l'ennemi, il était lui-même devenu une proie. Les destroyers s'avançaient vers l'ouest de l'île Manus, conscients que chaque ombre pouvait dissimuler un assassin. La visibilité était pratiquement nulle après le coucher du soleil. La mer était d'une obscurité totale. Seul le radar pouvait détecter ce qui se cachait sous la surface. Malgré cela, les hommes du commandant Pendleton poursuivaient leur mission. Dans la nuit du 22 mai, le calme fut brisé. À 3h50 du matin, le radar du USS George capta un signal faible en surface. Un sous-marin se déplaçait à portée. Le USS England reçut l'ordre de former un arc de confinement, tandis que le George et le Ravi se précipitaient en avant. En éclairant leur cible, ils mirent en lumière le RAW 106, un des sentinelles de la ligne NA. Juste lorsqu'il commençait à plonger, le George lança son premier groupe de Hedgehogs, mais les charges plongèrent sans bruit, manquant leur cible. Le sous-marin avait échappé à l'attaque. 10 minutes plus tard, le sonar du USS England marqua de nouveau un contact. Pendleton ne douta pas. Il ordonna une nouvelle salve. Mais, une fois de plus, aucune explosion. Le RAW 106 semblait avoir une chance de fuir, mais alors, dans un mouvement inattendu, le sous-marin vira en sens inverse. Peut-être voulait-il déstabiliser ses poursuivants ou tenter de lancer ses propres torpilles. Quoi qu'il en soit, ce virage coûta cher au RAW 106. Le England aligna son attaque et tira. 3 explosions secouèrent l'eau. En s'approchant du point d'impact, ils virent de l'huile flotter à la surface. Le RAW 106 avait été éliminé. Le lendemain de l'élimination du RAW 106, la division de chasseurs 39 s'engagea plus profondément dans la ligne NA de l'amiral Toyoda. Le temps n'était pas de leur côté. Le ciel était couvert de nuages denses et la visibilité était pratiquement nulle. Il semblait que l'océan lui-même conspirait pour protéger les chasseurs japonais. Mais la division ne se laissa pas décourager et poursuivit sa mission. Dans la matinée du 23 mai, les destroyers continuèrent à avancer vers l'ouest alors que la tension augmentait. Les patrouilles aériennes et les radars étaient leur seul moyen de détection. Ce fut un avion de reconnaissance qui localisa le RAW 104, se déplaçant en surface à 250 milles nautiques au nord de Kavieng, en Nouvelle-Irlande. À 6h10 du matin, le radar du USS Ravi confirma le contact à seulement 4 milles de distance. Les 3 navires accélèrent à toute vitesse, se rapprochant pour fermer l'étau. Mais le RAW 104, se rendant compte qu'il était pris au piège, plongea avant d'être atteint. Le USS Ravi fut le premier à attaquer, lançant un tir de Hedgehogs, mais cette première salve échoua. Lors de leur seconde passe, le RAW 104 activa une contre-mesure, émettant des rafales acoustiques pour perturber le sonar et désorienter les opérateurs américains. Une fois de plus, c'est le USS England qui prit les choses en main. La première salve ne fit pas mouche, mais la seconde fut d'une grande précision. Une douzaine de projectiles percutèrent le RAW 104 avec une violence extrême. L'explosion sous-marine fut si puissante qu'elle résonna à des kilomètres à la ronde. Par précaution, le England lança 13 charges de profondeur pour s'assurer que le sous-marin était bien détruit. Quelques minutes plus tard, des débris tordus du sous-marin commencèrent à émerger à la surface de l'eau. Le troisième objectif avait été anéanti. Les jours suivants, la chasse ne fit que s'intensifier. Dans la nuit du 24 mai, un nouveau contact sonar fut détecté par le USS George. Il s'agissait du RAW 116, un autre membre de la ligne NA. Le sous-marin tenta immédiatement d'esquiver les attaques, mais le USS England était déjà en position. Dès que le sonar marqua la position exacte du RAW 116, les artilleurs tirèrent une salve de Hedgehogs. 4 projectiles frappèrent l'eau, mais aucune explosion ne se produisit. Pendant plusieurs heures, les destroyers poursuivirent leurs recherches sans résultat concluant. Mais au matin, l'océan commença à révéler ses secrets. Des taches de pétrole flottèrent à la surface, suivies de morceaux de la coque du sous-marin et de débris éparpillés sur plusieurs kilomètres. Le RAW 116 avait été touché. Bien qu'il ait essayé de fuir, il finit par couler sous les coups de l'attaque.
le rapport officiel de la destruction du Ro 116 ne fut confirmé qu'un mois plus tard, lorsque la marine impériale japonaise admit la perte totale du navire et de son équipage. Pendant ce temps, à bord du USS England, la 4e victoire était célébrée, mais la situation commençait à devenir critique. Le carburant était presque épuisé, les munitions de Hedgehogs se faisaient rares et l'équipage était épuisé. L'objectif était clair, se rendre à l'île Manus pour se ravitailler. Cependant, avant d'atteindre l'île, à seulement 100 000 nautiques de Sadler Harbor, les radars du Navy et du England détectèrent un nouveau contact, le RO 108. Malgré la fatigue et les ressources limitées, le commandant Pendleton donna l'ordre de repartir en mer. Tout le monde savait que c'était une mission risquée, mais il n'était pas question de laisser l'ennemi s'échapper. Le USS Ravi prit la tête de la poursuite. Son équipage, avec ses dernières munitions prêtes, lança une salve parfaite de Hedgehogs. Mais le Ro 108 parvint à éviter l'attaque de justesse. Le commandant Pendleton, imperturbable, ordonna un dernier tir depuis le USS England. Les mortiers sortirent du navire avec une précision redoutable, trouvant leur cible sous les vagues. Une série d'explosions violentes secoua la zone. Le lendemain, les 3 destroyers, endommagés mais victorieux, arrivèrent à l'île Manus pour se ravitailler, recharger leur Hedgehog et se préparer pour la phase finale de leur mission. La ligne NA de l'amiral Toyoda était en train de s'effondrer, et la division 39 ne comptait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas complètement éliminé la menace. En mer, les renforts arrivèrent sous la forme d'un second groupe de chasseurs, mené par le porte-avions d'escorte USS Hogat Bay, escorté par les destroyers USS Hazelwood, USS McCord et le USS Spangler. Tandis que les forces américaines se renforçaient, les Japonais émettaient des avertissements urgents à leurs sous-marins restants. Échapper à tout prix aux chasseurs américains. La plupart obéirent, disparaissant dans les profondeurs de l'océan, mais pas le Ro 105. Personne ne sait si son équipage n'a jamais reçu le message ou s'il a simplement refusé de se retirer de sa position. Rester là était un pari risqué. Dans la matinée du 30 mai, le USS Hazelwood localisa le Ro 105. Sans hésitation, il lança une série de charges de profondeur pour le détruire avant qu'il ne plonge. L'attaque échoua et le Ro 105 contre-attaqua avec astuce. Il libéra de l'huile et des débris pour simuler sa destruction et se mit à serpenter pour briser le contact sonar. Le USS George et le USS Ravi poursuivirent leur proie pendant des heures, lançant 16 attaques, toutes infructueuses. À un moment donné, le Ro 105 émergea entre les 2 destroyers, se plaçant dans une position où aucune attaque n'était possible sans risquer un tir ami. Le temps pressait. Alors que le soleil se levait, une nouvelle menace arriva. Des avions japonais se dirigèrent vers la zone. Rester là devenait trop dangereux. L'ordre de retraite fut donné, mais Pendleton protesta. Il n'avait pas encore eu sa chance de frapper. Il demanda un dernier essai, et après près de 30 heures de chasse ininterrompue, le USS England se lança dans l'attaque finale. Le USS England accéléra vers sa cible, se préparant pour un dernier tir. Sous les vagues, le Ro 105 tenta d'esquiver, manœuvrant pour disparaître, mais cette fois, il n'y eut pas d'évasion. Les Hedgehogs volèrent de la proue du England et quelques secondes plus tard, l'océan explosa. 2 charges touchèrent leur cible. La déflagration secoua le pont du navire et lança les marins au sol. Quand l'eau se calma, l'équipage eut du mal à croire ce qui venait de se passer. Après 12 jours de chasse incessante, le USS England avait accompli l'impossible, couler 6 sous-marins japonais, l'un après l'autre. À ce moment-là, le commandant Hamilton Hines du USS George prit la radio et, avec émerveillement et admiration, lança cette phrase qui marquerait l'histoire. « Bon Dieu, comment Pendleton fait-il cela ?» La division de chasseurs 39 avait démantelé la colonne vertébrale de la ligne NA de Toyoda, détruisant 5 des 7 sous-marins initialement déployés. Pendant encore 2 semaines, l'unité continua de patrouiller le Pacifique à la recherche des derniers sous-marins japonais restants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que la ligne avait déjà été brisée. Les 2 derniers sous-marins, le Ro 109 et le Ro 112, avaient fui après avoir reçu des ordres désespérés des hauts commandements japonais, conscients qu'il était désormais inutile de résister. Sans cette couverture sous-marine, la flotte impériale japonaise se retrouva aveugle, incapable de suivre les mouvements de la flotte américaine ou de préparer une défense cohérente.
le Japon commença à gaspiller ses ressources, redistribuant ses troupes sans stratégie et laissant ses bases vulnérables. La grande promesse de l'opération Ago s'effondrait. En juin 1944, la bataille décisive du Mer de Philippines eut lieu. Le Japon, croyant qu'il pourrait surprendre les Américains, lança sa force renouvelée de porte-avions sans avoir de surveillance préalable. Ce fut une erreur fatale. Les avions japonais s'écrasèrent contre un mur de chasseurs F-6F-L4 et de défense guidés par radar. En quelques heures, plus de 350 avions japonais furent abattus, beaucoup avant même d'atteindre la flotte ennemie. Le pouvoir aérien qui avait dévasté Pearl Harbor fut anéanti, et au milieu de cette victoire se trouvait l'héritage d'un jeune officier. L'USS England, portant son nom, avait vengé l'aspirant John C. England et accompli une mission si précise et dévastatrice qu'elle allait changer le cours de la guerre navale dans le Pacifique. Le USS England reçut la Presidential Unit Citation et 10 étoiles de bataille. Son commandant, le lieutenant-commandant Walton B. Pendleton, fut décoré de la Croix de la Marine pour la destruction de 6 sous-marins ennemis. Toutefois, il fut rapidement réaffecté à une autre division en Alaska, laissant l'USS England sous le commandement de l'officier John Williamson. Pendant le reste de l'année 1944, le navire servit comme escorte de convoi, ouvrant la voie aux bases avancées nécessaires à l'offensive finale contre le Japon. L'USS England ne revit plus jamais le combat avant le 9 mai 1945, devant Okinawa, où 3 kamikazes attaquèrent. Un fut abattu par le feu anti-aérien, un autre par les chasseurs alliés. Mais le troisième, en feu, s'écrasa sous le pont de l'USS England, tuant 37 hommes et en blessant 25 autres. Le navire endommagé réussit à regagner sa base, mais la guerre se termina avant qu'il ne puisse être réparé. Le 15 octobre 1945, l'USS England fut mis hors service. Des années plus tard, un nouveau USS England entra en service, mais il ne répéta jamais les exploits de son prédécesseur de mai 1944.